Pyramide FM. Canal Plus vous donne l'heure. Il est 12 heures. Il y a des jours comme ça où on a envie de rien faire, sauf peut-être d'écouter la radio. On est là pour vous, de l'autre côté des ondes. Pyramide FM. Les 12 de Pierrot Atoué sur 105.5. Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 20 août 2023, c'est la journée mondiale du moustique. En Afrique et au Togo, tous les jours sont en réalité des journées de moustiques puisque cet insecte est bien présent dans le quotidien de l'Africain comme l'est le soleil. Ces derniers jours, ce dernier se dispute le ciel avec des nuages spécifiques et dignes d'un vrai mois d'août. La mousson est généralement le mois des petites pluies, mais aussi de divers désagréments et de maladies. Justement, la plus répandue est transmise par le fameux moustique. Aux âmes, citoyens, combattons l'anophèle pour que nos hôpitaux puissent se désemplir, pas seulement de personnes souffrant de paludisme, mais aussi de divers autres traumatismes comme ceux liés au crâne des usagers de la route. Les autorités passent en mode sensibilisation depuis quelques jours pour obliger les passagers des motos à porter des casques. À chacun son casque ou allons chercher le deuxième casque, tel pourrait être l'intitulé d'une campagne dans ce sens. Pour les partis politiques, c'est un peu la pré-campagne, pas pour les mêmes raisons. Le pouvoir et l'opposition se préparent à s'affronter à nouveau dans le cadre d'une ou des élections. On sait que le Togo va organiser des législatives. On ne sait pas si les régionales, souvent annoncées, finiront par se tenir. Les partis multiplient les initiatives, terrain, émissions, formation et sensibilisation. On peut y ajouter congrès statutaire. Deux formations viennent à nouveau de finir leurs assises après la grande vague du premier semestre de l'année. L'Union des forces de changement a réussi à se donner peut-être une nouvelle vie. Engluée dans des contradictions internes, l'Union était entrée en souffrance telle une femme au travail. Le 12 août dernier, le 12 août 2023 fera-t-il date? La crise est-elle définitivement solutionnée? Reconduit à la présidence, Chris Olympio, celui qui faisait entrer en transe tout le Togo par ses venues au pays, reste-t-il l'homme de la situation? Le Détia, le symbole d'une certaine époque, va-t-il mobiliser à nouveau? Ce qui mobilise ses joues un peu partout au Togo, mais aussi en Afrique, c'est le Niger. Jamais un coup d'État militaire n'aura autant attisé ces dernières années les tensions, les divisions et autres soutiens, notamment aux Poutis. Les réseaux sociaux vibrent majoritairement pour ceux qui ont pris les armes pour écouter le mandat du président Mohamed Bazoum. Les cœurs de la CEDEAO et ceux des grandes puissances battent par contre pour le président déchu. C'est quand le début de l'offensive internationale pour libérer Niamey. Réunis cette semaine à Accra, au Ghana, les chefs d'état-major des armées de certains pays de la communauté ont longuement planché sur la situation. Finiront-ils par être dissuadés par les positions de certains parlements de l'Union et de l'Union africaine? Ce dimanche, c'est Maître Jean-Claude Homao, premier vice-président de l'UFC, qui est notre invité. Il est également vice-président de la CENI. Les comptables du D12 sont 96, 50, 34, 37. Et puis 70, 43, 79, 70, mise en onde. Romaric Freitas, monsieur le vice-président, bonjour. Bonjour, mon cher Pierrot. Comment vous allez? Ça fait un bout de temps. Ça fait un bout de temps, peut-être 4 ans. Peut-être que la dernière fois vous étiez passé ici, ça fait 4-5 ans. Oui, oui. C'est parce que vous n'aimez pas inviter l'UFC, peut-être. On ne va pas rentrer dans ce débat-là. Non. Puisque j'invite tout le monde. C'est pour vous taquiner. Vous êtes vice-président à l'UFC, mais également vous êtes vice-président à la CENI. Quelque part, on peut se demander si vous aimez tant le poste de vice-présidence. La question que quelqu'un me posait, combien de vice-présidences je vais aligner, je ne sais pas. Mais tout ça est arrivé comme ça. On peut dire que c'est le destin? Je crois bien. Je crois bien. À défaut d'être le titulaire, on pense bien que je peux être le vice-président. Ou bien que vous n'êtes pas trop ambitieux, parce que peut-être qu'après de longues années passées à la vice-présidence, on peut lorgner du côté de la présidence. Pas ambitieux, je le suis. Mais je crois on pense qu'une collaboration de ma part est plutôt efficace. Mais justement, quand on parle de collaboration, on vous a découvert là,
plusieurs années avant d'entrer à la CENI notamment, vous occupez depuis une quinzaine d'années maintenant le poste de vice-présidence. C'est curieux aussi là. Oui, au niveau de la CENI, il faut le dire, je n'ai pas de langue de bois, vous le savez. Au niveau de la CENI, nous avons donc la majorité parlementaire et l'opposition parlementaire. Donc, nous nous sommes convenus que la présidence aille à la majorité parlementaire dans la mesure où ils sont les plus nombreux à l'Assemblée et que l'opposition parlementaire prenne la vice-présidence. Sinon, une fois ma candidature a été posée, on a failli ne pas avoir de CENI, ou bien une fausse CENI. Mais justement, cette question, elle est posée. Et pourquoi, depuis le début du processus démocratique, le poste de la CENI n'est occupé que par des personnalités proches du pouvoir? Oui, ben, je conviens avec vous. Mais la question aussi, c'est que les membres de la CENI sont élus. Et à l'Assemblée, vous savez que il y a un parti qui est à la majorité. Bon, donc, il ne faut pas se leurrer d'illusions. Donc, il vaut mieux. L'essentiel, c'est le travail à faire au sein de la CENI pour que nous ayons des élections convenables, acceptables par tous, que les dispositions écrites sont bonnes. Maintenant, c'est la mise en exécution qu'il va falloir revoir. Et il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir pour que nous ayons des élections sans contestation. Vous avez dit peut-être que c'est la première fois que certains l'écoutent, que la majorité est détenue par le parti au pouvoir. Donc, tant que cette majorité-là va être aux mains du parti au pouvoir, pas besoin de poser la question de la présidence éventuellement pour l'opposition. Ben, cela n'empêche pas l'opposition de poser sa candidature. Un beau jour, c'est comme à la présidence de la République également. Hein, il faut que l'opposition se présente à la présidence de la République. Un beau jour, ça va arriver. Il y a des pays qui ont connu cela. Au Sénégal, avec Wade, il était dans l'opposition. Et puis un beau jour, même il était membre du gouvernement de Abdou Diouf. Et chaque fois qu'il y a élection, il en sort, il va contester, et puis après, il rejoint le gouvernement d'Abdou Diouf, mais une fois est arrivé, bon, il a été choisi. Voilà. Mais honnêtement, sincèrement, est-ce que est-ce que vous pouvez diriger la CENI? Est-ce que vous avez les armes nécessaires pour la diriger? Si éventuellement vous êtes élu là, à ce poste. Je ne pense pas qu'il faut porter des cornes pour diriger la CENI, parce que à la CENI, je fais partie du bureau exécutif. Et ce qu'il faut avouer, au niveau de la CENI, tout est également partagé. Par exemple, au bureau exécutif, nous sommes au nombre de 4. Le président, pour le moment, est de la majorité parlementaire, ou bien d'une société civile proche de la majorité parlementaire. L'opposition est tenue par moi-même de l'opposition. Le premier secrétaire rapporteur est de l'opposition et le deuxième rapporteur est de la majorité parlementaire. Donc, il y a un certain équilibre qu'on essaye de maintenir au sein de la CENI et cela vaut pour tous les démembrements de la CENI. Nous parlerons longuement de l'élection dans un instant. Une dernière question avant de parler de votre congrès, puisque vous l'avez organisé le week-end dernier. Est-ce que c'est stratégique le poste de président de la CENI? Puisque certains pensent que quand vous dirigez la CENI, vous avez beaucoup plus de chances éventuellement de faire de bons scores à la suite des scrutins. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui, justement, je crois que c'est l'erreur qu'on commet en se disant que si vous tenez un certain poste, vous avez des chances de faire gagner. Non.
Moi, c'est l'idée que j'avais en allant à la CENI, d'aller surveiller les fraudes, de voir comment les choses se faisaient. Non, moi-même, aujourd'hui, je suis devenu plus un technicien des affaires électorales qu'un politicien là-bas. Non, le reste des choses se passe au niveau du vote. Hein. Il faudrait que l'opposition arrive à placer les siens et des gens sûrs pour surveiller éventuellement. Parce que, bon, il s'agit des hommes. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas eu, il ne peut pas y avoir des opérations de fraude, mais l'opposition doit ouvrir les yeux. Mais sinon, au niveau de la direction même de la CENI, oui, ma présence là-bas fait que les décisions qui seront prises, les textes qui seront pris, je donne de la voix. Pour ceux qui me connaissent, je donne de la voix, on me consulte et je participe bien à tout ce qui peut être fait. Comme je le disais tantôt, nous parlerons d'élections dans un instant, mais revenons à votre congrès qui a finalement eu lieu le 12 août dernier, n'est-ce pas? Oui, oui comme un anniversaire, puisque notre dernier congrès remonte au 12 août, si vous vous souvenez, après la scission. Qui a permis de créer l'ANC. Voilà. Non, mais en fait, je n'ai pas prévu de parler de scission, mais puisque vous en parlez là, est-ce que c'est quelque chose qui vous est resté au travers de la gorge? Puisque c'est ce que certains pensent, que cette scission-là, que ce soit au niveau de l'ANC ou de l'UFC, beaucoup auraient prié pour qu'elle n'ait pas lieu. Oui, parce que on n'a pas compris pourquoi nos frères là ont pensé qu'il fallait se séparer. L'argument qu'ils ont apporté pour se justifier, c'est que après l'accord avec le parti au pouvoir, la paix des braves, processus auquel ils ont participé, puisque J-Christ était à l'étranger, c'est eux qui étaient sur le territoire, c'est eux qui le conseillaient, et finalement, bon, peut-être qu'ils ont commencé à avoir envie de prendre sa place, et l'argument trouvé, c'est de dire que J-Christ veut vendre l'UFC au RPT, et puis après, bon, l'accord avec le parti au pouvoir, ils en ont profité, puisque, effectivement, les Togolais avaient encore des ressentiments du pouvoir passé, et ne comprenaient pas. On jugeait que la politique, c'était la haine. Il ne fallait pas saluer quelqu'un du parti au pouvoir. Il ne fallait pas s'approcher, encore plus s'approcher du président de la République. Mais le président Lipio a trouvé que si l'on veut aller loin, parce que c'est le peuple qui compte, c'est le résultat, il faut trouver un pont pour s'approcher du pouvoir et faire porter au pouvoir les préoccupations du peuple. Et nul ne peut se porter plus opposant au pouvoir en place. Vous l'avez dit tout à l'heure, chaque fois qu'il arrivait sur le territoire, c'était un déplacement de monde. Mais il faut éduquer nos populations, nos militants aussi. Ce n'est pas aux militants de nous dire la position à tenir. Et J-Christ a trouvé que non, il fallait s'approcher de ceux qui avaient en main le destin du pays et bavarder les yeux dans les yeux avec eux. Et c'est ce qu'il a fait, et il a contribué à les gens qui l'acceptent à une certaine paix, et à certaines choses. On peut, les journaux, on peut prendre le président à fort, dire tout ce qu'on veut de lui. Enfin... Non, est-ce que vous mettez ça aussi sur le compte de cet accord-là? Absolument. Les journaux? Absolument. Mais est-ce qu'avant, oui, avant, est-ce que les journalistes togolais n'écrivaient pas? Non,
Ils écrivaient sur le général Ils Yadema, ne par pouvaient exemple. pas écrire tout ce qu'ils écrivaient aujourd'hui. Ah ouais, mais sous le général Yadema, vous pouvez écrire ce que vous écrivez sur le président Faure aujourd'hui? Vous pouvez? Non. Quand même, il faut le reconnaître. Donc, vous voulez dire qu'avec le général Yadema, les journalistes étaient jetés tout le temps en prison, là, visiblement. Non. Non. Ah, le pouvoir n'accepterait pas certains écrits. Et moi-même, je suis parfois outré, et J.K. aussi est parfois outré. Maintenant, non, il faut reconnaître que nos journaux sont devenus, nos journalistes sont devenus très professionnels, parce que même des étrangers qui arrivent dans le pays, quand ils voient certains écrits qui touchent à la vie privée du chef de l'État, sur sa famille et autres, ils nous disaient non, il ne faut pas. Donc c'est grâce à l'UFC. Absolument. Mais ce que vous oubliez, peut-être que récemment, un certain nombre de journalistes togolais ont dû fuir le pays. Ça aussi. Ah oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est peut-être la fin de l'idylle? Ben, j'avoue que ça m'a surpris parce qu'il y a eu d'autres écrits qui n'ont pas entraîné ce... Et lorsqu'on dit que ce sont des ministres qui étaient concernés et ça a fini comme ça a fini, bon, ça m'a surpris. Si c'était le chef de l'État, bon, j'aurais pu dire que non, ils sont allés toucher l'étage le plus haut, mais que ça soit une affaire avec les ministres, bon. Donc, on peut conclure alors que l'accord a fini de produire ses effets alors? Non. Puisque les journalistes ont commencé par... Non, l'affaire continue à produire ses effets. Cet accord? Absolument. Et J.Christ et le président Faure se voient régulièrement. Il n'y a pas longtemps, le président Faure était en voyage à Paris. Il est allé passer tout un après-midi avec le président J.Christ. Quand le président J.Christ est à Accra et que le président Faure, il lui est donné de passer par Accra, ben, il ne manque jamais d'aller voir le président J.Christ, solliciter ses conseils, J.Christ aussi, lui dire un peu sa façon de voir les choses, etc. etc. Oui. Vous parlez de paix depuis la signature de cet accord, mais quand on regarde un peu le parcours, il y a eu quand même des événements qui ont fait dire à certains que c'est relativement une paix contrôlée ou une sécurité contrôlée par les armes, par exemple. Est-ce que vous partagez ça? Parce que contrôlée par les armes. Aujourd'hui, il est de plus en plus difficile aux Togolais de manifester. Non, mais dans tout pays, il faut qu'il y ait un certain ordre quand même. Hein. Il faut qu'il y ait un certain ordre. Ici au Togo, moi je ne sais pas, hein, c'était pas comme il y a... Nous, on revient de là, loin, hein, il faut reconnaître, il faut reconnaître qu'on ne se sent pas pourchassé pour X, Y, non, même vos stations, ben, les débats interactifs, mais on en a vu à une autre époque, des débats qui ont été stoppés, des dames qui sont allées au TVT à la suite d'un débat et quand en sont sortis, bon ben, non, mais en fait, ça s'est mal passé. Oui, mais les Togolais doivent être surpris par vos propos, puisque sur cette période-là aussi, il y a eu la fermeture de Radio Légende, il y a eu la fermeture de LCF. C'est-à-dire que ce que vous dites, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du Togo, c'est un peu comme tout est beau là. Non, jamais. Même en France, est-ce que tout est beau? Non. L'État a à gérer, à faire en sorte, en même temps, qu'il y ait une certaine paix, qu'il n'y ait pas de la pagaille. Mais rien n'est absolu. Je ne peux pas dire que tout est beau. Il y a des décisions qui sont prises qui, bon, on se pose des questions.
Mais encore là, il faut avoir le fond du problème pour savoir. Moi, je dis par exemple, il y a certaines décisions de nos juges sur les titres fonciers et tout ça. Est-ce que c'est le gouvernement qui leur demande de prendre les décisions de justice qu'ils prennent actuellement, qui sont décriées, le foncier, etc., etc. Non, non. Diriger un pays, c'est pas facile. Et je crois que... Vous avez fait référence à cet accord que vous avez dit, accord des braves, Ouais. mais beaucoup n'en parlent plus, puisque beaucoup l'ont oublié. Mais vous, à l'UFC, qu'est-ce que cela vous a apporté? Ben, à l'UFC, ça nous a donné cette position de pouvoir approcher le pouvoir. Et aujourd'hui, je vous constate que tous les partis d'opposition ont trouvé que le président J-Christ a eu raison très tôt. D'ailleurs, si vous étiez à notre congrès, la dizaine de partis politiques de l'opposition qui, par le passé, ne disaient pas que des gentillesses de J-Christ Onitio, sont venus remercier la position qu'il a prise aujourd'hui, que tout doit pouvoir être solutionné par le dialogue autour d'une table, plutôt que l'opposition frontale qui n'apporte rien, que des blessés. Et il faut que, comme le président J-Christ l'a fait, d'ailleurs, je pense à mon grand frère bien-aimé, le président Agouibo, qui, à l'époque, venait me dire, parce qu'il m'aimait bien, il dit, mais Omaou, pourquoi notre grand frère veut une opposition frontale? Non, il faut le pouvoir, il faut le passer par le caresser? Le dos. Oui, c'est-à-dire aller doucement expliquer pour obtenir ce qu'on veut. Quand c'est une opposition frontale, rien que la position que vous prenez, même si votre interlocuteur peut faire quelque chose, il ne le fera pas, rien que parce qu'il considère que vous y allez un peu trop fort. Et j'ai été surpris après que, bon, lui-même fasse partie d'un groupement qui avait pris comme position la rue. Bon, parce que l'expérience de la rue, aucun autre parti ne peut donner des leçons à l'UFC. L'UFC a connu également cela, mais on réfléchit. J-Christ a trouvé que non, c'était pas... Ça n'apporte pas grand-chose. Ça n'a pas apporté. Mais revenons sur cet accord-là. Ma Ouais, question, ouais. c'est de savoir concrètement, qu'est-ce que cela a apporté à votre parti? Bon. En termes d'aura, par exemple, est-ce Non, que vous mais pensez que... Est-ce que vous sentez que vous brillez voilà. plus? On concluait pas cet accord pour l'UFC. Ce que J-Christ avait en tête, J-Christ commençait, tout opposant dur qu'il était, que si on continuait de la sorte, la population n'allait rien gagner. On va avoir un pouvoir fort, militarisé, face à une population sans armes et autres. Non, il faut que le pays vive. Et puis, il se disait, mais ceux qui sont au pouvoir, ce sont également des citoyens, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. On doit pouvoir les approcher. Personne n'aurait pu penser, et c'est là que j'ai beaucoup d'admiration pour le président J-Christ, dire que le fils de celui qui a été assassiné lui demandait de serrer la main de celui, du fils de celui qu'on dit qu'il est l'auteur de l'assassinat. En dehors de J-Christ, je ne vois aucun autre leader politique au Togo étant dans la position de J-Christ le faire. Vous croyez que au début c'était de guider le cœur? Il n'avait pas à choisir d'autres personnes à approcher? Mais non, c'est pour le Togo qu'il a fait. Pas pour l'UFC en particulier.
après avoir réfléchi, cet homme-là, qui avait adopté aussi l'opposition frontale, s'est dit, mais bon, vous avez un parti qui tient la bride, vous êtes dans la rue, et puis ça change quoi? Vous ne savez pas pendant combien d'années ils seront là, mais il faut que le peuple soit libéré, il faut que le peuple puisse vaquer à ses occupations. Le peuple n'est pas simplement occupé par les problèmes politiques. Non, le peuple veut vivre. Il faut que les activités puissent être menées. Mais à un moment donné, on avait peur de mener certaines activités. Je vous donne un exemple. Et je l'ai dit même à l'auteur. Aujourd'hui, regardez autour du boulevard tous ces immeubles qui pointent. Hein? À l'époque, ceux qui sont en train d'investir leur argent actuellement, ils avaient ces sous, mais ils avaient peur d'investir. Ils avaient peur d'investir. Les investisseurs qui viennent ici, actuellement, voulaient venir par le passé, mais ils se disent, bon, ben, vous investissez, et puis un beau jour, le gouvernement prend des décisions, vous ne pouvez plus rentrer vos sous, vous êtes obligé de prendre le chemin du dehors. Mais aujourd'hui, non. Les chantiers sont là. Bon, encore faudrait-il bien les surveiller pour que ça s'accomplisse. Non. Vous êtes très admiratif là de votre patron, je ne sais pas, de votre mentor, mais ce faisant, vous avez dit qu'il a pris cette position pour le Togo, et pas forcément pour l'UFC, mais lui, personnellement, est-ce qu'il ne sait pas s'aborder quelque part? Puisque politiquement, là, on a l'impression qu'il a perdu un peu de sa verve. Non, c'est parce que la population, moi, je n'en veux pas aux Togolais. C'est vrai que la situation au Togo était telle que la politique était devenue de la haine. D'ailleurs, il faut le dire, dès le départ, hein, la façon dont nous sommes arrivés au référendum de 58, les positions des partis au pouvoir, bon, disons, c'était presque les mêmes familles. C'était presque les mêmes familles, mais alors là, c'était la haine, la division au sein des familles. On a vu des couples se séparer pour des raisons politiques. C'est qu'au Togo, on vit la politique par la haine. Ce n'est pas des échanges d'idées. Si tu es dans tel camp, je ne veux pas te voir. Si tu es unir, UFC, on vous voit ensemble de tous les côtés. Hein. Quelqu'un d'unir qui voit son frère, son collègue approcher quelqu'un du UFC, commence à se dire, ah bon? Et à l'époque, ça portait. Ben, on dit, ben, quelqu'un du RPT, ben, on l'a vu avec quelqu'un de l'UFC l'autre jour en train de bavarder, ah, il devient dangereux. Et dans l'autre sens aussi, c'est la même chose. Mais aujourd'hui, quand on voit le président J-Christ, le président, et à l'église, on nous dit de fraterniser, au Togo, on est soucieux que le président Faure et le président J-Christ fraternisent. Je prie au premier sens du mot, considère qu'après tout, ils aiment le Togo, peut-être ils n'ont pas les mêmes visions, les mêmes voix, ils ne voient pas les choses de la même façon, mais autant qu'ils se rapprochent et que chacun donne ses idées. Et je continue à dire qu'aujourd'hui, vous pouvez partir de Lomé à Saint-Cassé tranquillement, sans avoir peur de vous faire abattre parce que quelqu'un... Non, mais quand vous parlez de cette façon-ci... Non, est-ce que vous voulez dire qu'avant, pour aller à Saint-Cassé, on abattait les Togolais? Ah, si vous êtes politicien, ou si on vous entend parler de politique, on a vu des gens disparaître. On a vu des gens disparaître.
Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Mais aujourd'hui, il est quand même, il reste difficile pour un certain nombre d'acteurs de manifester dans certaines régions de notre pays. De tenir, par exemple, des meetings, des fois juste des réunions. Non. Non. Non, mais Ou bien, parfois, c'est des ailes de certains responsables dans certaines régions, mais ce n'est pas des instructions qu'ils ont reçues. Aujourd'hui, au Togo, non, mais en fait, ou bien alors, il est rapporté plusieurs fois. Il est rapporté plusieurs fois ou que bien des alors, quand vous êtes leader politique et que vous vous adressez à la population aussi, il faut que ce que vous disiez soit fondé. Parce que parce que vous êtes politicien, vous profitez de cette position-là pour dire un peu, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais non. Nous, politiciens, nous sommes appelés à éduquer la masse, à faire en sorte, même aujourd'hui, avant que, par le passé, la presse écrite, dans la presse écrite, vous lisez des tas de choses, mais aujourd'hui, non. Je dois féliciter tous les médias. Vous êtes devenus très professionnels. Même dans les émissions interactives, les questions que vous posez, c'est différent de ce qui était demandé par le passé, ou si ce n'est pas pour aller parler de la vie, l'intimité de XY ou la vie personnelle de XY. Non. Et cela, avec tout le respect que le président Faure voue au président J-Christ, et c'est réciproque, je crois que chacun fait en sorte que les choses aillent bien pour le pays. Mais bon, rien n'est parfait nulle part, mais je crois que c'est beaucoup mieux parce qu'on vient de loin. sur la question liée à ce que cet accord a pu apporter personnellement à J-Christ Olympio, je n'ai pas très bien compris. Je ne sais pas si politiquement il est beaucoup plus renforcé aujourd'hui qu'avant, puisque très peu de Togolais parlent de lui aujourd'hui. Lui-même, en tant que chef de file de l'opposition, il prend très peu d'initiatives. Non, justement, ce qui est triste dans cette histoire, parce que J-Christ Olympio, fils du président assassiné, une douleur pour tout le peuple togolais, parce que le chef de l'indépendance était adulé et autres. Et bon, quand on dit que c'est le père de celui qui est au pouvoir aujourd'hui, qui en est l'auteur, bon, après, on saura que ce n'est pas lui. Bon, c'est pourquoi je disais qu'au Togo, la politique, c'est de la haine. Il y a une haine qui est née entre deux familles. Ou bien, j'allais dire entre deux régions, mais je dirais des bêtises en le disant, mais entre deux familles. Donc, personne, au Togo, on ne conçoit pas que des Gnassingbé et des Olympio, qu'on les voit rapprocher. Et c'est cette mentalité que nous devons changer. Cette mentalité que nous, Togolais, nous devons changer. Et ne pas voir la politique en question de haine, de famille, de ceci, de cela. Et des deux côtés, hein, quand tu étais Olympio à une certaine époque, la vie était très dure à passer au Togo. Et oui, et quand tu étais Gnassingbé à d'autres endroits, on n'était pas le bienvenu. Pour vous, c'est aujourd'hui l'embellie. Pardon? C'est l'embellie aujourd'hui. On tend vers. Mais sur la question de J-Christ Olympio qui ne prend presque pas d'initiative. Et permets-moi de terminer ce que je voulais dire. Non, vous avez dit que J-Christ n'est plus le même J-Christ d'abord. Des années se sont écoulées, mais ce qui s'est passé, je l'ai dit,
le rapprochement, comment toi, fils de Sylvanus Olympio, tu peux approcher un pouvoir qui a été à l'origine du décès de ton père. Bon, ça c'est un. Et puis, de deux, lorsque tes propres lieutenants, parce qu'ils estiment qu'il est temps que tu t'en ailles pour qu'ils prennent ta place, font courir le bruit que tu es en train de vendre le parti à l'adversaire. Ben, qu'est-ce que vous voulez que les Togolais déjà haineux puissent avoir vis-à-vis de vous? Et oui, ce qui fait qu'en 2013, bon, mais aujourd'hui, je peux te le dire, les 7 députés, au moment où on sonnait le glas de l'UFC aux élections de 2018, ben, ça a été la surprise générale de voir sorti du néant l'UFC avec 7 députés. Bon, par rapport aux 27 députés qu'on avait à l'époque, bon, d'accord, mais ça commence à venir. Et vous avez dit tout à l'heure qu'on ne parle pas de J-Christ Olympio et autres. Bon, c'est pas ce qu'il recherche, c'est le résultat. Il arrive au président J-Christ Olympio d'aller dans l'enceinte de l'université, bavarder avec les étudiants. Il lui arrive, lorsque ça ne va pas avec les syndicalistes, de les recevoir chez lui pour bien comprendre et pour être leur interface auprès du président Faure, etc., etc. Que ce soit le cas du président du MPDD à l'époque, dans l'histoire du marché, ou bien que ce soit le ministre... Quel ministre? L'ancien ministre C'est récent, ce que vous voulez raconter? Bon, il y a un petit temps quand même. Il y a un petit temps. Bojona. Pascal Bojona? Oui, quand il avait des ennuis. J'ai dit que c'était intervenu? Absolument. Absolument. Auprès du président Faure pour lui demander. Bref. Non. Donc il prend beaucoup d'initiatives. Et il n'en parle pas. Il va pas. Alors là, ce n'est pas sa façon de faire la politique. On devait parler du congrès, mais oui, on devait parler du congrès. Ouais. Revenons à ce congrès-là, puisque pour beaucoup, c'est un événement. Alors qu'en réalité, un congrès statutaire d'un parti politique doit être quelque chose de normal. Absolument. Est-ce que pour vous, le 12 août dernier, c'était un grand jour, c'était un grand jour pour vous? Ça l'est et ça ne l'est pas. Je vais dire que ça l'est parce que effectivement, depuis le 12 août 2010, ben, le Congrès qui a sorti les statuts prévoyait que tous les 3 ans, on devait faire un congrès. Mais on n'a pas pu le respecter. Bon, il y a eu plusieurs causes, mais il y avait également que au sein de notre bureau directeur, il y avait quelque chose d'inexpliqué et d'inexplicable que un de nos collègues, parce que dans le bureau directeur, il est dans les dispositions du bureau directeur, il y a les vice-présidents. Et les textes prévoient que, en l'absence du président du bureau directeur, qui est en même temps le président national, les vice-présidents assurent l'intérim. Et parmi les vice-présidents, naturellement, nous étions 31 au bureau directeur, pas tous des vice-présidents. Il y a les vice-présidents, il y a les conseillers et d'autres titres. Il y avait les conseillers spéciaux comme moi-même, par exemple. Donc,
un certain nombre de collaborateurs du président national, président du bureau directeur. Et les textes disent que, en son absence, donc l'organe de gestion du parti, qui est le bureau directeur, s'occupe des affaires et l'un des vice-présidents coordonne les activités. Et le texte dit que le vice-président remplace le président national en cas d'absence et d'empêchement. Bon, on a eu un premier vice-président après la scission de mauvaise mémoire. On avait un vice-président, la personne du ministre Diabaté, qui nous a conduits vraiment avec rigueur, mais respect. Il est décédé, donc le second vice-président prend sa place, commence l'intérim, et puis, bon, on le voyait venir, qui prenait des positions de chef de parti. Il vous envoie des paroles dures, il respectait personne. C'est qui? Hein? C'est qui? Monsieur Ohid, Elliott, qui ne respectait personne, qui se permettait même de prendre des sanctions d'éviction de ses propres collègues au bureau directeur, qui faisait la pluie et le beau temps, prenait des décisions sans consulter personne, mais progressivement, tout le monde a commencé à s'éloigner de lui. Et à la fin, il se prenait pour le président national lui-même. Et il lui arrivait même de dire que le président national lui a remis le parti. Non. J'ai dit qu'au fond, il n'y avait pas de crise. On n'avait pas, comme certains partis politiques, c'est la fausse interprétation de certaines dispositions de nos statuts qui a fait qu'il y a eu des oppositions. Moi, particulièrement, je n'ai pas accepté l'interprétation. Et alors, donc, il écrit aux autorités qu'il est le représentant légal du parti, que tout ce qui concerne l'UFC, c'est lui qui doit donner le là. Or, même quand le président national est absent, on est en contact avec lui. Moi, je l'ai eu encore il y a une semaine. Mais sur le territoire national, celui qui est présent, visible là, est-ce que ce n'est pas Elliott Ohid comme deuxième vice-président? Mais il est visible comme Omao aussi est visible. Vous étiez qui dans ce bureau? Moi, je n'étais que le simple conseiller spécial du président national. Oui, mais en fait, simplement, disons simplement, on sait très bien que dans beaucoup d'associations, quand le président n'est pas là, il est remplacé par le premier vice-président. Si le premier vice-président là n'est pas là, il est remplacé par le deux, ainsi de suite. Mais on ne comprend pas ce qui se passe à l'UFC, là, ou bien ce qui s'est passé. Puisque, mais justement, puisque là, vous-même, en tant que simple conseiller, vous semblez contester le deuxième vice-président. Oui, parce que de faire premier vice-président, deuxième vice-président, ça ne dit rien. C'est-à-dire que dans une organisation, il faut qu'il y ait un premier, deuxième. Mais nous avons tous les mêmes responsabilités. Et notre responsabilité, c'est de faire en sorte que l'organe de gestion du parti, qu'est le bureau directeur, que lorsque tout problème arrive, que nous puissions en discuter, nous entendre, soit par consensus ou bien par vote, et ensuite nous référer à celui qui est véritablement le chef du parti, Jikis. Même parfois, des communiqués, on en faisait des brouillons, on lui faxait avec
les techniques d'aujourd'hui, il corrige, il nous donne son OK. Et bon, maintenant, c'est vrai qu'au moment de signer, il y a des membres du bureau directeur qui signe en son nom et on publie. Dans ce que vous racontez là, on sent clairement qu'il y a une sorte de désamour au sein de l'Union des forces de changement, du moins au niveau de l'organe qui dirige, puisque la façon dont vous parlez d'Eliott, si on invitait Eliott aujourd'hui à ce plateau, peut-être qu'il tirerait des mêmes propos vis-à-vis de vous, vis-à-vis d'un certain nombre d'acteurs. C'est le grand désamour ou bien c'est la haine dont vous parliez entre-temps? Non. Et Eliott Ohin, nous avons vécu dans le même quartier, on se connaît très bien. Non? Vous vous aimez? C'est votre ami? Non, ce n'est pas mon ami, mais c'est une connaissance d'enfance. Donc vous le supportez malgré tout dans le bureau? Sa manière de vouloir se prendre pour le chef suprême du parti, là... Bien, merci. Nous venons de passer 45 minutes avec vous. Les auditeurs vont vous poser des questions. Nous reviendrons largement, sans doute, sur la tenue de ce congrès, puisque nous allons vous demander dans un instant de nous dire les décisions qui ont été prises et de savoir surtout si la crise elle est définitivement derrière vous ou pas. Voilà. Mais les numéros, moi, je les rappelle aux auditeurs, 70 43 09 70 et puis 96 50 34 37. Les auditeurs, vous avez l'antenne en cet instant. Allô? Il y avait un auditeur. Est-ce que derrière lui, on peut reprendre un autre? Allô, bonjour. Bonjour. Vous êtes à l'antenne, parlez un peu plus fort et votre nom et puis votre préoccupation. Oui, c'est Gérard. Oui, Gérard, vous êtes à l'antenne, allez-y. Oui, je salue l'invité. Alors, j'ai deux questions, mais bien avant cela. Bon, pour moi, qui ai eu la chance de connaître bien l'UFC dans le temps, aujourd'hui, bon, si même l'UFC existe, à mon humble avis, c'est qu'elle embrouille les Togolais. Alors, ma première question dit ceci. Quel a été vraiment leur rapport au pouvoir de Fonds national depuis 2010 qui sont rentrés au gouvernement? Deuxième question. Souvent, j'entends un de leurs militants, bon, M. Isaac Diapé, qui finalement est un donneur de leçons et très hautain. Est-ce que ce parti-là, est-ce qu'il croit là où nous sommes aujourd'hui, si effectivement toutes les forces de l'opposition se présentent aux élections législatives de la prochaine fois, est-ce qu'ils auront un ou deux députés? Bien, merci Gérard. On a noté les deux questions pour vous. Vous avez la possibilité de revenir si vous avez d'autres questions. Sur la première partie de la question, les Togolais, que vous embrouillez les Togolais, mais essentiellement, il veut savoir les apports que vous avez pu donner au pouvoir de Faure. Ben, je suis surpris par cette question. Nous ne sommes pas rentrés au gouvernement pour apporter quelque chose au pouvoir de Faure, non. Pour contribuer à un gouvernement qui gère les affaires du pays et dire notre façon de parler. Et puis, entre autres choses, il faut être honnête, ça nous a permis d'avoir l'expérience de la vie gouvernementale également, parce que, et puis ça vous permet d'accéder à certaines informations que vous n'avez pas lorsque vous êtes à l'extérieur du gouvernement, puisque au sein du gouvernement, il y a les responsables de différentes personnes qui gèrent les différentes préoccupations du pays. Donc, vous êtes informé au niveau de la santé, au niveau de les projets qui sont mis en place, ce qui va se faire, etc. Et puis, vous apportez également votre contribution puisque vous gérez également un département ministériel. Donc, nous n'étions pas au gouvernement pour apporter quelque chose au gouvernement de Faure, mais pour apporter quelque chose à ce que le gouvernement de Faure
pouvait apporter à la population togolaise. Cela a découlé en réalité de l'accord RPT-UFC. Sur cet accord-là, vous deviez, outre les ministères, avoir des postes d'ambassade, de préfet, de directeurs généraux aussi, en mémoire est bonne. Mais finalement, les Togolais étaient restés sur leur soif. Ben, vous voyez, nous ne sommes pas allés pour quémander. Et puis, bon, je n'ai vu aucun document où il a été mentionné qu'au sein de l'accord, on devait avoir telle ou telle chose. Non. L'essentiel de l'accord, c'était pour arriver à une atmosphère d'apaisement et surtout d'échange entre deux partis qui, à l'époque, il faut le reconnaître, parce que quand même, le parti uni vient un tout petit peu, la composante du parti uni vient un peu du parti RPT de l'époque, et on connaît les relations qui ont existé entre le RPT et l'UFC. Donc, pour mettre bas la terre, comme dirait quelqu'un, et pour n'avoir pour seule préoccupation que le pays... Il y a une curiosité quand on évoque cet accord. Presque personne n'en parle au niveau du parti au pouvoir. Puisque c'est seul vous, au niveau de l'UFC, vous vous référez encore à cet accord-là. C'est une curiosité. Mais pourquoi voulez-vous... Nous en parlons parce que nous sommes de l'opposition et la question nous est posée, et puis à nous de dire pourquoi cet accord a été nécessaire et demeure nécessaire. Parce que quand on sait le type d'opposition très fort qui a été ruineuse pour le pays à un certain moment donné, que ces deux partis-là puissent se mettre d'accord, se mettre à table pour résoudre, c'était un événement. Moi, je pense que le président J.Chris Olympio et le président Faure pouvaient avoir le prix Nobel de la paix. Non, mais est-ce que vous n'exagérez pas là? Le prix Nobel de la paix. Non. Non, mais le prix Nobel de la paix quand même. Non, non. Mais le prix Nobel de la paix a été donné à Mandela. Pourquoi? Il a pu s'entendre avec De Klerk. C'est la même chose. Non, mais est-ce que ce n'est pas à une autre dimension? En Afrique du Sud, il y a eu des morts. Il y a eu des choses terribles. Au Togo également, il y a eu des morts. Mais est-ce que c'est des situations comparables? Totalement comparables. Totalement comparables. À quel niveau c'est comparable? Ah non, mais J.Chris, en fait, c'est Sylvanus, je parle de Sylvanus Olympio. Mais Nelson Mandela, il a fait 27 ans de prison. Il a fait 27 ans de prison. Il y a eu le régime d'apartheid qui a privé les Noirs de presque tout sur des dizaines d'années. Est-ce que c'est la même situation? C'est la même situation. Parfois même, d'après certaines personnes, a été plutôt adulé, cajolé. Et bon. Bien, merci. On va passer à la deuxième partie de la question de l'audit. C'est le probable score que l'UFC envisage de faire. On nous avait prédit que ces élections sonnaient le glas pour l'UFC. Et puis, c'est un fait anodin, mais qui veut tout dire. Lorsque la CENI a fait la proclamation provisoire du nombre des députés, l'UFC en avait 6. C'est lorsque les dossiers sont allés à la Cour de cassation, à la Cour constitutionnelle, qu'on a vu qu'on avait encore un de plus. C'est symptomatique. Non. Bon, que l'auditeur considère que l'UFC, c'est vrai, ce n'est pas encore l'UFC d'antan, mais on y arrive. Mais quand on ira aux élections,
c'est le peuple qui va... Bien, merci. On attend donc ces élections. Ah, allô? Oui. Allô? Oui. Oui, c'est Pelé. Pelé, vous êtes à l'antenne, allez-y. Je salue le président, le vice-président. Bon, d'abord, c'est pour demander, est-ce que c'est pour le prix Nobel de la paix que justice a signé? Ou c'est ça là? Ça là pour avoir le prix Nobel de la paix et non pas la terre. Ok, on attend le prix Nobel de la paix. Vous êtes à la CENI, ça fait bientôt 15 ans aussi. Bon, aujourd'hui là, cette CENI là, est-ce que vous pouvez nous dire il y a combien de l'opposition? Je parle de l'opposition générale, non pas ça parlementaire ou parlementaire. Nous avons combien de membres de l'opposition dans la CENI et au banc présidentiel? Deuxième préoccupation, lorsque vous parlez que Idriss il raconte toujours qu'on a trouvé à l'extérieur, à Paris, à Accra, pour lui donner des conseils. Ces conseils-là, c'est ça qu'on récolte aujourd'hui quand on va au recensement et qu'on a constaté que le recensement va se refaire et que la CENI même a constaté, le gouvernement m'a constaté, le gouvernement a refusé. Et vous-même, à la CENI, vous avez refusé de faire le recensement dans la zone I. C'est ça le conseil que ça fait de donner à Fonya Singé. C'est une question. Merci. Bien, merci pour vos préoccupations. Oui, réaction sur la composition de la CENI. C'est vrai que cette question arrive très souvent. Certains ne connaissent pas forcément ce qui représente et le pouvoir et l'opposition au niveau de cette CENI. Oui, au niveau de la CENI, nous sommes 17. Et aujourd'hui, l'opposition parlementaire a 7 membres et l'opposition majoritaire, la majorité? La majorité également en a 7. Et puis, bon, il y a l'administration? Il y a l'administration et puis les partis extra-parlementaires. Il y a la société civile. C'est pas clair là. Vous êtes 17 au niveau de la CENI. Combien représente l'opposition extra-parlementaire, par exemple? L'opposition extra-parlementaire. Extra-parlementaire, nous sommes 3? 4. Ouais. Non. Extra-parlementaires, ils sont 3. Ouais. Il y a 2 de la société civile et puis il y a un membre qui assure l'administration. Est-ce que tout se passe bien entre vous là-bas au niveau de la CENI? Parce que certains pensent que, étant donné que vous provenez des différentes officines politiques et que les positions de vos partis politiques peuvent relativement influencer sur le travail qui se fait là-bas. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ben justement, c'est ce qui est intéressant. C'est vrai, les débats ne sont pas toujours que du miel, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire la guerre là-bas, mais chacun dit sa position. Mais si je le dis, je vais étonner certains, mais j'ai passé quand même un certain nombre d'années à la CENI, mais nous n'avons jamais été amenés à prendre des décisions sur vote. Toutes nos décisions ont été consensuelles, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des accords, nous expliquons jusqu'à ce qu'on arrive à des points d'accord. Il y a jamais, d'ailleurs, moi je suis contre le vote parce que... Oui, mais quand on se réfère un peu à l'histoire de cette CENI, vous avez siégé, vous, depuis bientôt 15 ans, il y a eu des moments historiques, notamment à la proclamation des résultats de la présidentielle.
de 2015, si ma mémoire est bonne, 2015. avec l'intrusion de Francis Pedro Amouzou en direct. Vous parlez de consensus, mais visiblement là, c'était pas, pas consensus. Là. Bon, si on vient à la CENI pour faire beaucoup de bruit, bon, ça, tout le monde peut le faire, mais... Donc, c'est pas tout le temps qu'il y a le consensus. Non, non, ça c'est... De tout ce temps que j'ai passé à la CENI, c'est la première fois que j'ai vu cet état de fait où on crie sur le président de la CENI, on essaye de faire du scandale, et même des membres de ce parti qui vont faire une autre proclamation de résultats avec leur mentor en dehors de la CENI. La même histoire s'est relativement répétée en 2020. En 2020, par exemple, aussi. Avec qui ça? Agbemé Kodio, lui aussi, il a dit que c'est lui qui a gagné les élections, même si on n'a pas eu une proclamation de résultat comme... Le président Agbemé Kodio, c'est un grand frère que j'aime bien, mais là également, aucune preuve n'est rapportée. C'est ça qui est triste, parce que ceux qui me connaissent pourront vous le dire. Moi-même, je le dis, j'ai pas de langue de bois. Quand j'allais à la CENI, c'était pour aller dénicher la fraude et autres. Mais non. Visiblement, tout se passe bien là. Non. À votre connaissance. Je ne dis pas que tout se passe bien, mais au niveau des bureaux de vote, bon, beaucoup de choses peuvent se passer. Et là également, malheureusement, dans les bureaux de vote, les membres des bureaux de vote, ce sont les membres que nous-mêmes, pour la plupart, les partis politiques nous envoyons. Ce sont nos membres. Mais bon. Non, c'est noté. Allô? Comment ils s'arrangent? Allô? 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 L'auditeur qui a le téléphone, allô? Allô, bonjour. 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 Oui, vous êtes à l'antenne, c'est Bozambo? C'est Bozambo. Oui, on vous écoute. Ok, bonjour à notre invité. Bonjour. Je vous écoute, mais je ne sens pas IST dans votre parole. Et IST, on disait IST, et aucun parti politique au Togo n'a pas fait le mouvement comme IST. Aujourd'hui, on dit que l'IST est le chef de file de l'opposition. Mais il y avait des corruptions dans ce pays, l'IST ne parle plus. Il y avait des chasses aux hommes politiques au Togo, l'IST ne dit rien. Arrestation des opposants et de certaines personnes, l'IST ne dit rien. Est-ce que vous êtes satisfait de ce que le gouvernement est en train de faire? Et vous êtes souligné. La fois passée, on a écouté, on a arrêté plus de 14 Ivoiriens qui veulent faire un coup d'État à Chine-Goïta. Notre président a pris le bras du cœur. Il pouvait aller faire l'effort jusqu'à on a laissé tous les détenus politiques qui veulent faire ce coup d'État au Mali. Mais nous, les opposants du Togo, sont présentement, comme Podio et d'autres là, ils sont à l'extérieur. Les gens qui sont emprisonnés, au moment que Titi est sorti, il y avait des gens, Omourou est emprisonné. Et qu'est-ce que vous dites de là? Et vous me dites, votre complet que vous avez fait la fois passée, entouré avec des militaires, ça ne sent pas IST. Et le président aussi n'est pas dans le pays. On dit qu'on va aller engager les élections. Le recensement n'est pas bien fait. On dit de refaire, autant que chef de file de l'opposition, de parler, a dit que non, on doit faire le recensement à tous les Togolais, le droit pour avoir son carte d'électeur. Vous avez su. Et aujourd'hui, vous allez venir que vous allez des élections. Qui va vous voter pour vous? Merci et bonne nuit. Bien, merci Bozambo pour votre développement. Vous l'avez écouté, réaction à ces préoccupations? Oui, je comprends, M. Bozambo, il y a beaucoup de choses qui se passent. Bon, même si l'UFC
a décidé que c'est par le dialogue. Et j'ai dit tout à l'heure que effectivement notre responsable et le pouvoir se parlent. Bon, c'est pas le président J.K., il dit à son interlocuteur sa façon de voir les choses. Bon, maintenant, nous ne sommes même plus au gouvernement. Et puis, le président J.K. Solito, ce n'est pas lui qui gère. Il a demandé tout à l'heure si nous n'étions pas pour l'alternance. Si nous n'étions pas pour l'alternance, qui le serait plus que nous? Parce que J.K. Solito, on l'oublie aujourd'hui, a tout sacrifié pour que l'alternance arrive. Mais avant l'alternance, il faut une certaine paix. Et aujourd'hui, les esprits commencent à se calmer. Et maintenant, c'est vrai. Et puis, bon, faire en sorte que l'organisation des élections également se passe le mieux autant que faire se peut pour que l'alternance intervienne. Et puis, il ne faut pas oublier une chose aussi. Il faut que l'opposition elle-même se voit. Je ne dis pas qu'il faut coaliser ou se voir, se mettre ensemble pour des stratégies à avoir. Mais lorsque eux-mêmes ils s'insurgent les uns contre les autres, etc., je ne vois pas quand est-ce que... Parce que l'opposition est une force. Il fut un temps, on avait estimé qu'il y avait un peu plus d'électeurs favorables à l'opposition, sinon beaucoup d'électeurs qu'au pouvoir. Mais ces électeurs-là, il faut que nous soyons tous ensemble pour les encadrer. Par exemple, la question a été de la surveillance des bureaux de vote. Vous vous imaginez que, et je vous le dirai tout simplement, dans un bureau de vote, l'opposition a plus d'yeux pour observer, regarder, que le pouvoir. Parce que dans un bureau de vote, il y a deux représentants du pouvoir, un représentant de choses, mais il y a les extra-parlementaires, etc. Et puis il y a les observateurs extérieurs, il y a les délégués des candidats, etc., etc. Mais souvent, on va prendre des frères, des sœurs, uniquement pour les 3 000 ou 2 000 francs à gagner. Les gens ne sont pas dans les bureaux de vote. Bon, après, ce qui se passe dans ces bureaux de vote, on ne le sait pas. Quand vous parlez de l'opposition, on a l'impression, parfois, vous écoutez comme si vous n'en faites pas partie. Si, justement, j'en fais partie, c'est pourquoi j'en parle. Oui, à ce poste où votre parti occupe, en fait, où votre parti est chef de file de l'opposition, et tout ce que vous dites là, est-ce que ce ne serait pas bien de prendre une initiative tendant éventuellement à lui donner beaucoup plus de dynamisme, cette opposition-là, puisque récemment, un acteur du pouvoir disait qu'ils ont l'impression que l'opposition est en train de mourir là. Oui, justement, c'est tout là. Est-ce qu'il est conscient de ça, le chef de file de l'opposition? Absolument, absolument. Quand il arrive à Lomé, il reçoit un certain nombre de leaders politiques. Je ne vais pas les citer, presque tous, il les reçoit, à part ceux qui ne veulent plus le voir. Mais lorsque certains vont jusqu'à dire que l'UFC n'est pas un parti de l'opposition, que J.Christ n'est pas un opposant, mon vieux, si on devait demander, les morts ne sont pas morts, mais si feu le président Yadema revenait et on lui demandait
qui s'est opposé le plus à sa personne, Donnerait le à nom sa de J. politique. Je ne pense pas qu'il dirait autre chose que J. Oui, allô? Oui, allô, bonjour. Oui, j'ai Pierrot. Oui, quel est votre nom? Bon, c'est M. Jean. Oui, Jean, allez-y. Entre-temps, bon, nous sommes âgés aujourd'hui. Avant de mourir, devant moi, il a dit m'a prononcé un mot. Le Seigneur. Il disait qu'il ne va jamais laisser le pouvoir dans la main des aventurés. Et puis précisément, j'ai pris ce Olenchio. Vous avez dit qu'il y a des gens à prononcer des mots devant vous. Oui. Vous, Il ne vous, va vous. jamais laisser le pouvoir dans la main des aventurés. Oui, s'il vous plaît. Oui. Oui, vous vous présentez comme Jean et qu'il y a des gens. C'est le jour de sa mort, il disait ça? Il disait, bon, il disait, il ne va jamais laisser le pouvoir dans la main des aventurés. Donc, dans ces discours. Oui, dans l'aventureux de Dieu, il a expliqué, il a donné un exemple de M. Mouibo, qu'il s'oppose très bien. Quelles qu'en soient les divergences, il est là au pays, soit il rappelle qu'il n'est pas chez lui à photocopie, il est chez lui à couver. Il revient à lui-même. Il n'a jamais quitté le pays, aller vilipender le nom du pays ailleurs, jusqu'à trouver encore une solution à leurs problèmes politiques. C'est comme ça qu'on s'oppose. Il ne va jamais laisser dans la main des aventuriers que ce sont des fuyards. Donc, il a dit encore à son fils, ne vais jamais laisser le pouvoir. Vous connaissez ça mieux. Et aujourd'hui, cette fuyard-là, vous les connaissez à peu près avant, c'est celui qui est à côté de vous. En fait, eux, ils viennent, quand ça se fait au début de la démocratie, ils sont à l'étranger, ils prennent des avions là, avec les valises, ils quittent. Et moi, je les appelle aujourd'hui opposition de la peine perdue. Donc, tout ce qu'ils sont en train de faire, ils n'ont qu'à savoir qu'on ne va jamais laisser le pouvoir dans leur main. Ils sont des fuyards, des aventuriers. Merci. Donc, vous n'avez pas véritablement de questions. Cher ami Jean, vous qui nous appelez, sans doute de Lomé. Derrière lui, est-ce qu'on a un autre auditeur? Est-ce que vous avez eu réaction à... Non, pas du tout. Allô? 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 Oui. Bonjour, Didier. Didier, allez-y. Oui, bonjour, M. Romano. Bonjour. Moi, j'ai une remarque à vous faire. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'avez lu dans aucun papier que vous devez avoir des postes de responsabilité, préfet, ambassadeur. Donc, ça suppose que Jésus nous a menti parce que c'est lui-même qui a dit ça. Après l'accord, l'intellectuel, c'est lui-même qui a dit ça. Secondo, je vais lui poser une question personnelle. En tant que petit-fils de Papa Thompson, tout ça n'est pas triste pour vous, ce qui se passe maintenant. Je vous remercie. Je n'ai pas bien compris. Non, mais en fait, il dit, je ne savais pas que vous êtes le petit-fils de Papa Thompson, c'est ce qu'il dit. Oui, oui. Que vous êtes le petit-fils de Papa Thompson, avec tout ce qui se passe, est-ce que vous n'êtes pas triste? C'est le secrétaire général du comité de l'unité togolaise jusqu'au coup d'État. Je ne sais pas à quoi il fait allusion, mais il dit, avec tout ce qui se passe, est-ce que vous n'êtes pas triste? Peut-être l'engagement ou les suites de l'accord PTU, UFC et la nouvelle ou la réorientation de votre parti politique, peut-être que c'est de ça qu'il fait allusion. La réorientation, dans quel sens? Dans le sens où vous prenez beaucoup plus la paix qu'autre chose. Ben, qu'est-ce qu'on peut faire sans la paix? Je ne dis pas que il n'y a que la paix. Là où nous sommes, le travail des jeunes, les problèmes de santé, les problèmes d'éducation, etc., etc., ben, ce sont des problèmes très préoccupants pour le parti et surtout le président J.K. Olympio s'est abondamment battu pour que les choses aillent mieux dans ce domaine-là. Bon, il ne va pas crier sur les toits. Et quand je dis quand il rencontre le président de la République, quand il est mis
je vous ai dit qu'il reçoit les représentants Il parle des syndicats en temps. les partis syndicalistes et autres. Toutes ces personnes, lorsqu'il y a un mouvement d'étudiants et autres, il les reçoit pour bien mettre au fait de leur mécontentement pour aller en parler avec celui qui est au pouvoir. Mais ça ne veut pas dire que nous ne voulons pas l'alternance. Si, nous voulons également un jour, parce que J-Christ a été jusqu'à sacrifier sa vie après ce qui s'est passé, et c'est pas un parti de plaisir. Enfin, vous faites allusion à Soudou, mais J-Christ Olympio, puisque vous en parlez très souvent depuis le début de cette émission, je ne sais pas combien de fois vous avez cité son nom. Est-ce qu'il reste un homme du présent, du futur, ou carrément c'est un homme du passé? Bon, vous avez dit tout à l'heure que je suis séduit par cet homme. Ce qui le caractérise, il a un esprit jeune. C'est dommage, mais peut-être que vous aurez l'occasion de l'approcher. Et quand on l'approche, c'est ce qui séduit. Il n'y a pas de sujet tabou avec lui. Donc il reste un homme d'avenir pour votre parti. C'est pourquoi nous l'avons reconduit. Mais justement, sur ce congrès-là, on a constaté qu'un certain nombre de décisions ont été prises. Et vous êtes devenu vous-même vice-président. Mais quelles ont été les grandes décisions qui ont été prises le 12 août dernier, là-bas? Bon, en dehors du fait que c'est un congrès statutaire qui était chargé de retoiletter un peu le parti, je vous ai dit que nous avons manqué de faire 3 congrès, mais les grandes décisions ont été relatives à d'abord la paix, naturellement, mais à ce que le problème de santé, le problème d'éducation, les problèmes du mieux vivre pour les Togolais, etc., etc., nous avons même pris des résolutions là-dessus, et faire en sorte que la gestion du pays soit l'affaire de tous les Togolais, et qu'il n'y ait pas de sectarisme au Togo. Je l'ai dit tout à l'heure que j'ai beaucoup été dans d'autres pays, mais au Togo, singulièrement, le sentimentalisme pèse un peu sur la raison. C'est vrai, aujourd'hui, nous avons des cadres bien formés, des gens qui participent à un peu tout. Le pays est représenté. Bon, maintenant, au niveau politique, il faut qu'on laisse un peu cette histoire du passé, et que l'intérêt national... Quelle histoire du passé? C'est vrai, notre pays a vécu des passés douloureux et qui continuent à habiter les gens, et qui fait que on ne se rapproche pas beaucoup, même au sein de l'opposition. Ça continue à jouer. Là, par exemple, vous parlez de perspectives pour le Togo. Il y a la question de Alfred Kokou. Il dit, quelle perspective donc pour ce nouveau départ? Là, vous venez de faire votre congrès. Les perspectives, c'est quoi? Ben, les perspectives, c'est de nous impliquer un peu plus et de pouvoir faire entendre notre voix dans les différents secteurs du mieux vivre pour les Togolais, dont j'ai parlé tout à l'heure. Problèmes de santé, problèmes d'éducation,
le pouvoir d'achat, etc. Mais il faut être aux côtés pour le moment, du parti qui dirige pour pouvoir se faire entendre. Il y a des propositions, par exemple, nous avons aussi un projet de choses pour la vie nationale, un projet de société où nous aussi, nous avons mis un certain nombre d'idées à partager avec le pouvoir en place. Et je dis que pour l'alternance, l'opposition peut faire quelque chose en convergeant ses idées et pour aller à des élections qui puissent... Parce que l'alternance ne viendra que par les urnes. Vendredi, il y a un article qui a circulé et qui a qualifié le congrès du 12 août dernier d'une simple réunion. Elle a même tassé de clandestine. Est-ce que, comme au cas, on se dirige aussi au niveau de l'UFC vers les tribunaux, puisqu'on sait qu'il y aura bientôt, pour ce qui concerne la suite à donner à la vie au cas d'un procès, donc est-ce qu'on se dirige également vers les tribunaux? Ben, je vois mal dire que le Congrès n'est pas légal. Ben, c'est conformément au texte que le Congrès s'est tenu, naturellement avec l'accord du premier responsable du parti. C'est lui-même qui a pratiquement tout organisé. Vous êtes journaliste, certainement vous avez su qu'à un moment donné, le président J.Chris Olympio a chargé ma personne et la personne de M. Owen nous a mis ensemble pour essayer de mettre en place les préparatifs du Congrès, mais malheureusement ça a tourné court. Et bon, sinon, vous voyez que le président J.Chris Olympio lui-même, il était à la manœuvre. Donc, c'est sur la base... Mais vous ne craignez pas que finalement ça finisse au tribunal? Au tribunal, pour quoi? Quelqu'un va se prévaloir mieux que le bureau directeur qui a décidé, que le Congrès qui a pris des décisions. Ce sont ceux qui étaient au Congrès qui étaient des illégaux. Enfin, je ne vois pas. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas aussi, c'est que plusieurs estiment que quand vous dirigez un parti politique, c'est beaucoup de charges. Vous devez mettre la main à la poche, vous n'êtes plus vous-même. Mais curieusement, depuis un temps, dans notre pays, on a l'impression que les gens passent outre ces paramètres-là. Et beaucoup veulent diriger des partis politiques. Ça, on ne comprend pas. Les gens veulent... Quand on voit ce qui se passe, quand on quitte le cas pour l'UFC, c'est une guerre de leadership. Beaucoup veulent être président, veulent diriger les partis politiques. Dans le même temps, beaucoup pensent, en Afrique et au Togo, que quand vous êtes président, vous dépensez de votre poche beaucoup de choses. Vous n'êtes plus vous-même, vous n'avez pas le temps. Mais est-ce que quelque part, les gens ne cachent pas quelque chose aux populations? Qu'est-ce qu'on gagne là, quand on est président d'un parti politique? Pour que ça attise autant les convoitises. Bon, là, pour ce qui concerne l'UFC, l'histoire, ce qui a amené J.Chris Olympio à la politique, vous saviez que c'était plus un homme des finances et autres. Ensuite, il a été un entrepreneur. Il avait des usines au Ghana, etc. Même en Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire, il a fait des raffineries. C'est un spécialiste de... Mais ça, c'est pour J.Chris Olympio, c'est. Mais aujourd'hui, ceux qui se battent, pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est caché là, que les gens veulent forcément... Enfin,
je veux croire que ça doit être le sentiment que leur parti pourra apporter quelque chose de positif au peuple togolais et y s'y mettre. Bien, merci. Il nous reste environ 4 minutes, mais nous sommes aujourd'hui le 20 août. Hier, c'était le 19 août. Un peu comme on a parlé à un moment donné abondamment de Gilles Christ Olympio, qui a fait bouger ce pays. Il y a eu Tikpi Akadam, dont le parti, le PNP, avait organisé des événements historiques, on peut dire, le 19 août 2017. Quel souvenir gardez-vous de cet épisode-là? Tout a paru comme un mirage. Un feu follet. Il faut à la vérité dire que on a été tous surpris. Et je crois que à tous les niveaux. Parce que on ne s'y attendait pas. Sauf que je parle pour moi-même. Ma déception, c'est que c'est sur ce qu'il demandait de principal, c'est-à-dire qu'il faut revenir à la Constitution de 1992 ? Je ne voyais pas très bien ce qu'il voulait dire, revenir à la Constitution de 1992, tout simplement faire une révolution pour ça. Je ne sais pas. Mais par la suite, on ne l'a pas vu lui-même à la manœuvre. Bon, il s'est fait seconder ou bien coiffé par monsieur Jean-Pierre Fabre. Et puis, il y a eu la grande coalition. Est-ce que les deux ont pu s'entendre? Peut-être que si les deux avaient pu s'entendre, il y aurait eu une autre suite. Mais après, j'ai dit un mirage, il a disparu et puis plus personne, parfois des vidéos et autres. Bon. Est-ce que demain l'histoire retiendra éventuellement cette personnalité-là sur le même registre comme les Gilles Christ Olympio, les Agouibo, les général Yadema? Non, certainement pas, certainement pas. Certainement pas. Non. À la fin, on se demandait si c'est pas quelqu'un qui a voulu faire sensation. Oui, oui. Non, surtout pas. Il nous reste quelques instants pour vous libérer. On sait que vous êtes vice-président à la CENI. Une question que les Togolais se posent sans doute. On parle d'élections et cette année, beaucoup ont parlé de 2023 comme année électorale. Nous sommes en août, dans environ 4-5 mois. Cette année va finir. Les élections auront lieu quand? Oui, effectivement, on avait pensé d'abord faire, puisque 2 élections sont prévues, les législatives sont constitutionnalisées, donc au mois de décembre, en principe, les députés ont terminé, donc il faut renouveler l'Assemblée. Et puis, il y a les élections régionales. Et après la réunion que les partis politiques ont eue, CPC, on a su, enfin, ils ont proposé, et je crois que bon, le gouvernement les suit, puisque ce sont eux qui sont principalement concernés. Nous aurons donc des élections couplées. Couplées, oui. Nous aurons des élections couplées, je crois. Nous irons... En décembre? Bon, maintenant... En janvier? Alors février? là, ça risque de glisser vers le mois de janvier, si nous voulons des élections couplées. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu sur votre plateau. Maître Jean-Claude Romao, vice-président de l'Union des forces de changement, également vice-président de la CENI. L'émission
Elle s'achève, elle a été mise en onde par Romaric Fetas. Je suis Pierrot Atiobé. Au revoir. Merci.